Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous, bonjour Thierry. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode qui se fait et qui s'enregistre dans le cadre du Podcaston 2025. J'ai fait un premier épisode avec Sophie de ma PMA et moi. L'objectif un petit peu de cet événement caritatif, c'est vraiment pour les podcasteurs de mettre en avant une association. Et donc du coup, je suis ravie aujourd'hui de te recevoir Thierry pour parler de l'association Goutte de Vie. Mais tu vas en parler bien mieux que moi. Et déjà, pour commencer à introduire notre sujet, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour, je m'appelle Thierry. Euh, j'ai rejoint cette association en 2008 au moment où elle se créait. Professionnellement, je suis médecin et j'ai un trajet médical un peu particulier en ce sens que ma carrière a commencé par faire de la recherche en santé publique dans les années 80 dans le département de l'Aveyron, dont la structure de population ressemble à celle que la France ressemblait à l'époque, à celle que la France va atteindre en 2025. Donc c'était un lieu d'étude intéressant pour essayer d'anticiper les problèmes qui allaient se poser à nous avec le vieillissement démographique. Très vite, ma mission s'est élargie à la question des fins de vie. Et à partir de là, ma carrière a basculé, puisque j'ai commencé par monter des expériences de soins palliatifs à domicile en Aveyron dans les années 90, puis créer la première unité de soins palliatifs à Toulouse, dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital Joseph Ducoing. J'ai alors été chargé de préparer dans les facultés de médecine l'enseignement d'accompagnement et des soins palliatifs pour finir par être un des premiers nommés professeurs de médecine palliative en France. Donc une carrière exceptionnelle pour moi et pleine de découvertes, pleine de bonheur et pleine de rencontres. Et l'une de ces rencontres donc se situe en 2008 où deux travailleurs sociaux qui s'occupent d'une équipe médico-sociale et sanitaire qui accompagne des personnes en grande vulnérabilité, notamment quand elles sont à la rue, et qui sont choqués lorsque l'un d'entre eux décède, qu'il soit mis en terre dans un des cimetières de Toulouse dans l'indifférence la plus totale. Et ça les indigne, de la même façon que ça indigne beaucoup de professionnels de santé qui travaillent à leur côté. Ils vont alors imaginer qu'il y a quelque chose à faire et c'est ainsi que Goutte de Vie va voir le jour. Alors lorsque Goutte de Vie voit le jour, la mission principale qu'il se donne, c'est d'organiser des funérailles et de faire en sorte que, au moment de ces funérailles, il y ait une présence humaine, une présence attentive, une présence respectueuse de eux qui ont toujours été invisibles, hein, de façon à ce que quelque part notre société témoigne qu'ils faisaient bien parmi de notre communauté. Lors de ces funérailles, bien les bénévoles sont mobilisés, vont sur place. Il y a un maître de cérémonie qui va conduire le cérémoniel avec des choix de textes qui sont lus, des improvisations par les amis qui sont là. On fait des marottes pour aller les récupérer dans la rue, les amis qu'on a pu découvrir qui connaissaient la personne qui vient de décéder. Ils sont amenés là et on partage cet instant. Et puis, plus tardivement, une chorale va se mettre en place, elle s'appelle Coquelicot, et cette chorale est faite de bénévoles, de travailleurs sociaux, mais aussi de quelques personnes qui ont l'expérience de la rue.
Le jour dit, lors des funérailles, ils vont aussi chanter des chansons. Voilà, un premier temps de présentation de l'association. C'est déjà bien riche, comme, présentation et vraiment merci, pour ça et je sais que quand on en avait discuté ensemble, tu m'avais précisé quelque chose que je trouve quand même assez important. C'est que justement les personnes de la rue qui ont fait l'expérience de la rue ne décèdent pas forcément à la rue et en tout cas moi cette information m'avait surprise, elle était pour moi contre-intuitive. Je me dis que si elle l'est pour moi, peut-être qu'elle l'est aussi pour d'autres auditeurs et auditrices et donc, du coup, la mission de Gouttes de Vie, c'est pas uniquement d'accompagner les personnes qui sont à la rue aujourd'hui et qui décéderaient à la rue aujourd'hui, mais les personnes qui ont fait l'expérience de la rue hier et qui décéderont demain. Est-ce que dit de cette manière-là, c'est juste? Et est-ce que peut-être tu veux développer un petit peu ce point-là? Alors, le premier point sur lequel je reviens tout de suite, c'est la réalité des personnes qui décèdent à la rue. Euh, Ce chiffre reste néanmoins assez important, mais sur Toulouse, puisqu'on intervient sur l'agglomération toulousaine, on accompagne entre 25 et 30 personnes, bon an, mal an, et parmi elles, il y en a 3 à 7 qui sont réellement mortes dans la rue, qu'on a trouvées mortes dans un squat, sous un pont, ou qui sont tombées dans le canal, ou qui ont eu un accident. La plupart des autres euh, ont été accompagnés par un dispositif, et en particulier sur Toulouse, on a un dispositif avec une équipe médico-sociale assez innovant qui accompagne ces personnes avec la mission d'essayer de les réinsérer dans un tissu social, dans un hébergement, voire plus loin quand c'est possible, mais ça c'est plutôt rare. Et il y a des tas de dispositifs. Et ces dernières années, des efforts réels ont été faits. Par exemple, sur l'agglomération toulousaine, on a quadruplé les places d'hébergement pour les personnes en situation de grande précarité. Alors, il est vrai que ces personnes sont pas toujours très observantes. C'est-à-dire que quand elles vont pas bien, elles sont un peu au fond du trou, on va effectivement les voir venir vers nous pour demander de l'aide. Mais dès qu'elles le peuvent, elles repartent. Bien souvent, elles nous disent que elles se sentent mieux dans la rue où elles ont un minimum de tissu social, des gens qui s'intéressent à eux, avec qui ils peuvent discuter, qui leur apportent des vêtements, qui leur apportent de quoi manger parfois, et disent que quand ils se retrouvent en hébergement, ils ont une plus grande impression de solitude et c'est pas facile pour eux. Une fois qu'on a dit ça, euh, l'orientation de l'association dès le départ, ça a été de prendre en compte le fait que nous serions présents pour organiser des funérailles pour toute personne qui, à un moment de son trajet de vie, a vécu l'expérience de la rue et qui, le moment le venu, lorsqu'elle décède, lorsque nous n'avons pas retrouvé de famille, lorsque il n'y a pas les moyens de faire autrement, eh bien, on sera présent à ses côtés pour cette cérémonie des funérailles. Mmh et justement, ça reprend, cette réponse que tu viens de donner. Finalement, les missions, les objectifs et certaines, valeurs aussi qui se dégagent, hein, à travers ton discours de l'association Gouttes de Vie. Tu parlais d'accompagner tout à l'heure. Tu as parlé aussi d'organiser les funérailles, de retrouver les amis, la famille. Tu viens de le citer aussi là, très justement, d'entretenir les tombes et je sais qu'il y a un point qui de sensibiliser aussi et il y a un point que j'aimerais qu'on échange ensemble parce que, j'ai pu sentir qu'il te tenait à cœur personnellement et je pense qu'il tient à cœur aussi à l'association et que je trouve moi aussi très importante, c'est la notion de dignité. De promouvoir justement la dignité et de dénoncer la précarité en fait des personnes qui font l'expérience de la rue à un moment de leur trajet de vie comme tu l'as, si justement dit et hem et justement, on pourrait se dire, ben, tiens, c'est une association qui a plutôt, pour objectif d'œuvrer au moment des funérailles, au moment du décès, mais il y a finalement une vision et une portée, une ambition, une qui est beaucoup plus large. Est-ce que tu veux, pareil, nous préciser un petit peu que ce soit les actions, le pourquoi justement aussi aller sur ces sujets, notamment de la dignité? Bien.
Dans une des missions de l'association, il est clairement dit effectivement que nous devons œuvrer à sensibiliser, à donner de la visibilité à ces membres de notre communauté pour qu'ils soient sérieusement plus pris en compte et considérés. Euh, Chaque année, il y a différents événements qui vont dans ce sens-là. Le premier événement, tu l'as évoqué, c'est le fait d'entretenir et d'embellir les tombes dans lesquelles ils ont été enterrés. En effet, la réglementation des lieux de sépulture des personnes qui ont ces caractéristiques et dont les frais ont été pris en charge par la collectivité municipale, c'est que si les tombes ne sont pas entretenues, elles sont assez rapidement réaffectées. Les ossements sont récupérés, ils sont stockés ailleurs, mélangés à d'autres, et la tombe en elle-même disparaît. Depuis 2008, nous entretenons à ce jour environ 400 tombes. Ça correspond donc au nombre de personnes que nous avons accompagnées depuis cette date-là. Ceux qui constitue un travail considérable pour les bénévoles que nous sommes. Alors certes, nous avons régulièrement des aides extérieures, mais actuellement, nous travaillons aussi avec la municipalité pour que peut-être les tombes les plus anciennes soient maintenant réaffectées et qu'on ait un lieu de mémoire quand même où on pourrait retrouver ceux qu'on a regroupés à un endroit donné. Donc ça, c'est une première tâche. Alors chaque année, donc, on se retrouve sur 2 journées, on refait le tumulus, on met des galets autour du tumulus et on nous a offert des lavandes. Donc on plante des lavandes sur les tombes pour tenir le tumulus. C'est l'occasion de partager le pain et le sel. C'est l'occasion que la chorale Coquelicot nous fasse une petite aubade. C'est un moment extrêmement convivial. Il y a des lycéens qui participent. Cette année, il y a une équipe de rugby. Euh, il y a des adhérents du Rotary Club, des personnes très très diverses, sensibilisées et qui sont venues nous donner un coup de main dans cette première tâche. Dans le cadre du cimetière interurbain de Toulouse, à Cornebarieux, on a aussi fait un lieu du souvenir avec une stèle, rappelons qu'ils sont là, et un olivier, qui pour nous symboliquement est un arbre porteur d'une symbolique forte pour parler d'un tel sujet. À côté de cela, une fois par an, au mois de septembre, dans un lieu public, on fait appel à venir à un moment de partage plutôt silencieux où il ne va pas y avoir de prise de parole. Simplement, on va lire la liste de tous ceux qu'on a accompagnés pendant l'année et dans un jardin de Toulouse, pour chacun d'entre eux, on va déposer une rose. À la fin de ce temps, la chorale Coquelicot, qui maintenant nous accompagne systématiquement, va chanter aussi quelques chansons au contenu fortement significatif. La contrepartie de ça, c'est que a priori, si notre association est sur des bases de valeurs laïques, elle fait place aux croyances. Et donc, une deuxième manifestation à contenu plus spirituel et religieux est organisée avec une messe. Et si on a notion qu'il y a pu y avoir des gens de cultures différentes, on fait en sorte que là aussi, ce moment-là soit le plus œcuménique possible. J'en bafouille. Alors maintenant, les enjeux derrière cela. Moi-même, je reconnais que j'ai toujours été très mal à l'aise avec la question des personnes à la rue. Ne sachant pas trop quelle posture, mal à l'aise de leur donner un peu d'argent, qui me paraissait pas ce qu'il y a de plus adapté. Souvent en difficulté pour essayer de m'asseoir à côté d'eux, pour essayer d'échanger avec eux, parce que l'échange avec eux, il est compliqué.
Euh, Pourtant, j'ai l'expérience des soins palliatifs et je sais qu'en soins palliatifs, la première chose qu'il faut faire, c'est se taire. Se taire pour que l'autre puisse prendre la parole. Et là, avec eux, je devrais faire la même chose, mais j'y arrivais pas. Et finalement, pour moi, ça a été quelque chose de spectaculaire que de rejoindre euh, Goutte de Vie, parce que ça m'a aussi appris à aussi oser m'asseoir à côté d'eux, leur dire bonjour, je viens passer un moment avec toi, de rester là. Et s'ils veulent parler, ils parlent. S'ils veulent pas parler, au bout d'un moment, je dis, ben, j'ai passé un moment avec toi. On pourra se revoir dans un autre moment. Je reviendrai, je repasserai. Donc ça a été un cheminement pour moi qui est important parce que c'est là aussi que j'ai commencé ce travail réflexif sur comment nous allons faire communautairement pour les sortir de l'indifférence, pour les sortir des nombreuses discriminations dont ils font l'objet, pour réellement les restituer dans leur dignité. Et là, Ouais. j'en viens au mot dignité. Le mot dignité n'est pas sans nous poser quelques problèmes. En ce sens que, d'après Alain Ray, qui a fait un dictionnaire de la langue française assez remarquable, le mot dignité est apparu vers le début du XIVe siècle, dans le sens de relatif, être digne de, être un dignitaire. Cela se fonde sur un certain nombre d'attributs qui, si ils sont là, fait que l'on est digne, et si on ne les a pas, ou si on les perd, on devient indigne. Autrement dit, dans le sens relatif, l'expérience de la grande précarité de la vie à la rue est fortement et potentiellement porteuse d'une stigmatisation d'indignité. Au moment de la Révolution française, lorsque tous ces philosophes là autour d'Emmanuel Kant et bien d'autres ont commencé à mettre à la discussion la question de savoir si l'humain était au-dessus ou faisait partie de la nature. Ils en sont, à mon grand regret, arrivés à la conclusion que oui, l'homme est au-dessus de la nature tout en faisant partie, et ça lui a donné une posture qui, à mes yeux, a entraîné plus de difficultés dont ce que nous vivons aujourd'hui donne la mesure. Dès lors, ils ont choisi le mot dignité pour qualifier en quoi l'humain était différent du reste de ce qu'il y avait sur la planète. Les choses, les animaux, les plantes, l'atmosphère, toutes ces choses-là. Si nous, humains, nous sommes différents de tout ce que je viens de citer, c'est parce que nous avons une dignité, posée cette fois-ci dans un sens absolu, qui fait de nous des personnes humaines. Si nous sommes des humains, c'est parce que nous avons une dignité. Elle est inaliénable. Elle est la même pour tous, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit en bonne santé, que l'on soit malade, qu'on soit à la rue, qu'on soit dans un château, qu'on soit richissime, etc., etc. Et comment porte-t-on atteinte à cette dignité? Eh bien, on porte atteinte à cette dignité dès lors que notre regard sur celui qui fait l'expérience de la vie à la rue s'interroge pour savoir si il fait encore partie de la famille des personnes humaines. Et le dérapage se fait vite. Regardez ce qui se passe avec les personnes handicapées qui se retrouvent dans un fauteuil roulant, dans une incapacité psychique et motrice. On va dire assez facilement d'eux que ce sont des légumes. Et là, on porte atteinte à leur dignité. Et en même temps, Bien j'ajoute qu'on sûr. porte atteinte à la dignité des légumes, parce que je suis assez provoquant généralement à la matière. Donc il nous faut revenir et faire attention, effectivement, les personnes qui sont à la rue, les personnes qui ont cette expérience-là, ces personnes qui ont l'expérience de la grande précarité, sont des êtres humains comme nous, et ils ont exactement la même dignité que nous. Et ça, c'est un des fondamentaux qu'il faut continuer à rappeler sans cesse.
Merci beaucoup Thierry pour cette explication et tout le cheminement en fait de cette no de déjà de l'origine du mot dignité et de justement en quoi rien que le fait d'avoir un regard, une pensée d'une certaine manière sur une personne qui est à la rue peut porter atteinte à la dignité de cette personne. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, avant même de rejoindre Gouttes de Vie où malgré ton expérience des soins palliatifs, tu as du mal à peut-être t'asseoir à côté d'eux et je me dis que tiens, pour l'auditeur ou l'auditrice qui nous écoute, ben peut-être que eux-mêmes ont cette position-là et que eux-mêmes ont cet automatisme avec ce regard qui change sur une personne qui est à la rue, non pas que ce soit voulu, non pas qu'il y ait de la malveillance, mais voilà, où on a ce questionnement qui est là. Est-ce que peut-être tu as des conseils ou du moins des invitations ou des réflexions qui pourraient être mises en pratique peut-être, j'ai envie de dire, dès demain et de dire, ben, tiens, finalement, pour ne pas porter atteinte à la dignité de la personne, que je croise peut-être tous les jours, cette personne justement à la rue, j'aimerais pouvoir lui accorder un peu de temps ou, alors parfois moi j'aime bien dire rien qu'un sourire, rien que le fait de sourire à la personne, c'est déjà beaucoup. Mais est-ce que peut-être il y a des choses que tu aimerais ajouter sur ce point, pour nos auditeurs et auditrices? C'est pas forcément gagné et je vais commencer par une provocation supplémentaire. L'autre jour, je suis monté dans le métro à Toulouse. Il y avait pas mal de monde et tout le monde était sur son smartphone, scotché à son écran. Ça m'a été insupportable et je me suis mis à hurler. Il y a quelqu'un? Voilà, ça commence là. Je trouve qu'aujourd'hui, ce sur quoi il nous faut le plus réfléchir, c'est que indéniablement, on a besoin de lien social. Et le smartphone s'est substitué à la présence humaine pour donner ce lien social. Et ce lien social, il faudrait le ramener à la rencontre de l'autre, mais la rencontre physique. La rencontre physique, on a une deuxième difficulté. Dans les différentes techniques de psychothérapie qui existent, il y en a une qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Dans l'analyse transactionnelle, quand on rentre dans cette thérapie, on nous fait faire un test pour voir à quelle catégorie, à quelle typologie d'individu on appartient. La majorité des professionnels de santé, moi y compris, on est dans la posture du parent sauveur. Et là, c'est le deuxième gros problème que j'ai eu, que ce soit dans les soins palliatifs et auprès des personnes en situation de grande précarité, c'était a priori, moi je suis capable de trouver des solutions pour toi. Ben, c'est juste ce qu'il faut pas faire. La notion de projection en fait, Tout à fait. là derrière ça. Mmh. Ce qu'il faut commencer à faire, c'est vraiment rencontrer l'autre, dire voilà, je suis là pour toi, je viens te rencontrer, tu peux me demander des choses auxquelles peut-être je ne pourrais pas répondre, mais les choses auxquelles je pourrais répondre, j'y répondrai. Être présent, simplement présent, sans a priori, sans l'idée que je peux faire quelque chose pour lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour lui. Partir de là, être à ses côtés. Et c'est dans ces postures-là que surgissent la possibilité que j'ai déjà croisée en soins palliatifs, où bien souvent des hommes, des femmes arrivent en fin de vie et ont du mal à trouver sens à cette dernière période de leur existence, qui n'est pas sans poser souvent de grands problèmes de souffrance et d'autres. Mais à partir du moment où on assure une présence attentive au fait que oui, ils peuvent encore faire des choses, ils peuvent encore faire des projets, mais ils en font. Donc cette idée-là, j'étais convaincu qu'avec des personnes à la rue, ça pouvait le faire aussi. Et effectivement, ça a contribué à modifier mes postures et ma présence auprès des autres. Ils ont envie de rien, ils ont envie de rien, ils ont envie de partager un croissant avec moi, on partage un croissant. Ils ont envie d'aller boire un café, on va boire un café. Mais il arrive que ils viennent à demander de l'aide aussi. Et à ce moment-là, on va peut-être faire projet de voir quelle aide on peut leur apporter. Mmh, bien sûr.
Oui, il y a la notion de, enfin, moi, la chose qui me venait quand tu parlais de présence, c'est en fait juste aller vers l'autre, cette notion de lien aussi que tu disais, de la rencontre, rencontrer l'autre. Ça me fait penser à un livre de Charles Pépin, justement, qui parle de ces sujets-là, la rencontre, d'aller vers l'autre et peut-être simplement lui demander, ben, comment vas-tu? Qui es-tu? De proposer une conversation, de proposer un échange dans lequel l'autre est libre, d'accepter ou non cet échange. Ça, c'est vraiment propre à la personne aussi, mais de tendre une main et comme tu le disais, voilà, on a beau tendre une main, il y a que l'autre qui peut faire et qui peut saisir cette main. Moi, je peux la tendre, mais il y a que toi qui peux la saisir si tu souhaites finalement la saisir et finalement, on voit qu'il y a une dimension, alors humaine, je pense qu'elle se dégageait, clairement depuis tout à l'heure, mais qui est bien plus vaste que avec des guillemets et sans aspect péjoratif du tout, que uniquement s'intéresser et s'occuper aux funérailles et c'est aussi pour ça que j'avais à cœur de partager, cet épisode avec toi et il y a un point sur lequel, je voulais revenir tout à l'heure où on parlait, justement, la notion d'accompagner et de fait de retrouver notamment les amis ou la famille de cette personne qui est décédée et qui a fait l'expérience de la rue et l'une des questions qui me venait, c'était quand on retrouve personne ou quand on n'a pas réussi peut-être dans les délais impartis, est-ce qu'il y a une procédure particulière? Alors tu disais justement la chorale, j'entends la présence des bénévoles. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus particulières que quand on arrive à retrouver la famille? Bon, les émotions, les sentiments, j'imagine bien, parce qu'il y a cette notion peut-être davantage de partir seul, en tout cas sans ses proches, puisqu'il y a quand même la présence des bénévoles. Est-ce que tu as envie de nous détailler ce point? Avant de détailler ce point, je voudrais juste revenir sur un des propos que tu viens de tenir sur le fait d'aller rencontrer l'autre et lui demander comment il va. Ce que j'aurais Oui. appris auprès des personnes en fin de vie et auprès des personnes à la rue, c'est que cette question, c'est la question qu'il est préférable de ne pas poser parce que généralement, ils vont pas si bien que ça. Et mon introduction auprès d'une personne quand je la rencontre, c'est toujours à peu près la même. Bonjour, je viens passer un moment avec vous. Ça reste Mmh. beaucoup plus ouvert et ça d'emblée n'introduit pas euh, euh, un rapport sur l'idée qu'il aille bien ou qu'il aille mal. Pas d'évaluation de ce registre-là. Parce que la difficulté de l'évaluation, dans sa définition, c'est un jugement de valeur. Euh, Passer de jugement de valeur à la situation, à un jugement de valeur sur la personne, le glissement peut se faire tellement subrepticement que autant l'éviter et se donner les conditions idéales pour faire cela. Oui, bien sûr. Après, c'était aussi dans la notion de comment vous sentez-vous, aujourd'hui et d'ouvrir, en fait, encore une fois, cette porte avec les mots qui sont les nôtres. C'était dans la notion de s'intéresser à. Mais je suis Bien tout à sûr. fait d'accord que C'est bien parfois, ce que j'avais nos compris. mots et c'est intéressant. Ouais, mais c'est intéressant de le soulever parce que même dans le cadre du deuil qui est aussi, qui fait partie clairement des sujets que je traite, on a en fait des maladresses de cet ordre-là qui finalement parfois malgré nous peut faire qu'on ferme une porte alors qu'on a essayé de l'ouvrir ou qu'on tend une main qui va être directement non saisie parce qu'elle est mal amenée, parce que ma carte du monde n'est pas la carte du monde finalement de la personne que j'ai en face de moi. Mais bon, je pars du principe que avec l'intention et le cœur, on dit et on dégage déjà beaucoup de choses. En tout cas, ça, c'est pas une croyance de professionnel, c'est plus une croyance, à titre personnel. Alors maintenant, pour répondre à ta question, lorsqu'une personne qui a l'expérience de la rue décède, donc dans un premier temps, la question qui se pose, est-ce que ce décès est naturel ou pas? Si ce décès n'est pas naturel, la personne va être orientée vers l'institut médico-légal et donc la justice va s'en mêler et c'est la justice qui donnera à un moment donné l'autorisation d'inhumer. Entre-temps, le procureur et ses services ont pu diligenter une enquête de recherche des personnes si on n'a pas trop d'informations sur la personne, parce que bien souvent les personnes à la rue, elles ont des surnoms, elles ont abandonné leur nom, elles ont abandonné leur prénom, et elles ne veulent surtout pas qu'on en parle, donc on ne sait pas vraiment qui elles sont. Il n'est pas exceptionnel qu'elles n'aient aucun papier. Et du reste, ces 2 dernières années ont été assez éprouvantes pour nous, en ce sens que, à beaucoup de reprises,
en 6 ou 7 situations d'accompagnement. On a fait des funérailles sous X, ce qui veut dire que nous n'avions aucune information sur ces personnes. Donc, dans les autres situations, si la personne, a priori, n'a pas de famille, en lien avec les services de police et surtout à Toulouse, nous avons l'immense chance d'avoir parmi nous un commissaire de police à la retraite, le fameux Bernato, qui s'est investi aussi dans cette association et avec les services de police d'une part, et d'autre part, on a mis en place ce que nous appelons des enquêteurs de notre association, qui eux ont une grande expérience de tout le dispositif médico-social mis en place pour aider les personnes dans le cadre de la grande précarité. Et donc il y a un travail en réseau. On alerte le réseau pour voir si quelqu'un l'a connu, où est-ce qu'il est passé, quelles traces on a de lui. Ça nous permet de faire une espèce de biographie. Et cette biographie va être utilisée pour le présenter au moment des funérailles, le singulariser, bien souvent avec beaucoup d'humour. Parfois, il y a parmi ces personnes qui ont l'expérience de la rue, des personnes aussi qui ont été des militants extraordinaires pour la cause des personnes à la rue, hein, et pour lesquels, là, c'est profondément chargé d'émotions, bien entendu. Merci pour cette précision, justement. Et du coup, j'ai envie de revenir sur l'échange qu'on avait juste avant sur les maladresses, les mots justes. Ça demande, je pense, beaucoup de sensibilisation, d'information et de formation. Je sais que c'est aussi l'une des missions de Gouttes de Vie, notamment à destination des professionnels de santé. Peut-être que ma question, dans un premier temps, elle ira sur ce point-là, sur l'aspect plus pro. Et puis ensuite, on pourra peut-être aborder l'aspect notamment grand public, comme on l'a déjà peut-être un petit peu amorcé juste avant. Peut-être de quoi... quels sont les besoins, en fait? Sur quel point il faut sensibiliser? Sur quel point il faut former ou informer pour finalement accompagner les personnes qui sont ou qui ont fait l'expérience de la rue hier, aujourd'hui ou qui la feront demain, que ce soit dans le cadre de leur vie, mais aussi dans le cadre de leur fin de vie et dans le cadre de leur décès. Ma question est assez large, je te laisse la prendre par l'angle que tu souhaites. Alors, dès le début, en 2008, quand deux des fondateurs de l'association sont venus me rencontrer pour poser des collaborations, très rapidement, il est apparu que ce qu'ils faisaient s'inscrivait dans la philosophie de la démarche palliative, dans la philosophie du prendre soin, ce que les anglo-saxons appellent le care, l'éthique du care. Ouais. Et sur ces bases-là, pendant 2-3 ans, on a fait un travail de recueil de récits des personnes accompagnées dans la grande précarité, de tous les problèmes qu'ils avaient rencontrés, qu'ils avaient posés, les difficultés qu'avaient pu rencontrer les professionnels de santé. Ça a été l'occasion de découvrir que, pour moi, qu'il y avait une véritable clinique de l'accompagnement des personnes en grande précarité et à la rue, et que d'autre part, les professionnels de santé qui travaillaient dans ce milieu n'étaient pas forcément si bien soutenus que ça par leurs institutions, faute de moyens, et pouvaient se trouver en grande souffrance. C'est sur ces bases-là qu'il m'a paru important de dire que le meilleur moyen de lutter contre l'épuisement professionnel, c'est la formation. Et d'autre part, vous avez des choses à dire, donc on va essayer de s'en servir pour faire de la formation. Alors, dans un premier temps, une fois par an, on a fait un module de formation sur une journée, gratuitement, bénévolement, 2 infirmiers, 2 médecins, et c'était ouvert à tous ceux qui travaillent auprès de ces populations et qui avaient envie de réfléchir un peu, de se questionner. Chaque fois, nous avons eu une vingtaine de soignants qui y ont participé. Dans la poursuite de cela,
on a imaginé créer un diplôme universitaire autour de cette question-là, qui a été accepté par les facultés de médecine de Toulouse. Malheureusement, des difficultés administratives fait que on n'a pas pu inscrire suffisamment de gens et c'est un peu tombé à l'eau. Mais il existe un diplôme universitaire similaire à Montpellier, pas loin, puisqu'on est dans la même région maintenant, qui fonctionne très bien. C'est pas un problème. Euh, mais il n'en reste pas moins que il y ait des attentes ponctuelles. Et donc, en ce qui me concerne, que je suis à la retraite, quand il y a des attentes ponctuelles, soit d'un dispositif, soit de nos bénévoles, eh bien, j'organise un petit peu au pied levé une journée de formation sur la thématique sur laquelle il voudrait réfléchir. Par rapport à la question de l'épuisement professionnel, des professionnels les mains dans la pâte, avec les deux collègues infirmiers et mon collègue médecin, on a estimé que si à un moment donné, une équipe était confrontée à une situation violente, confrontante, et que la restitution n'était pas à même de faire un débriefing, un groupe de parole ou un groupe d'analyse de pratiques professionnelles dans des délais raisonnables, on venait le faire bénévolement. Et donc, bon an, mal an, 5 à 6 fois par an, on est interpellé par une équipe qui a besoin de parler d'une situation qui les a mis en grande difficulté. Et donc ça, c'est aussi maintenant une des activités de l'association. Alors les enjeux, ils sont importants parce que les populations qui ont l'expérience de la rue, dans le contexte donc de la grande précarité, sont des personnes fragiles, avec beaucoup de pathologies, beaucoup d'addictions, beaucoup de maladies mentales, sont des personnes vulnérables parce qu'elles ne vont pas spontanément demander à accéder aux soins. Ou quand elles vont aux soins, leur attitude pas toujours facile fait que on les rejette assez facilement, de sorte que pendant que l'espérance de vie de la population générale a dépassé largement les 82 ans, l'espérance de vie des personnes qui ont l'expérience de la rue atteint péniblement 46 ans. L'écart est quand même considérable. Et cet écart considérable est d'autant plus triste que si on était vraiment attentif à eux, des choses toutes simples permettraient de leur faire gagner de l'espérance de vie et de la qualité de vie si réellement on voulait continuer à faire ce qu'a pu faire une équipe comme celle de Toulouse, qui malheureusement, pour des raisons financières, a été sensiblement démantelée. Et tout ce travail de prévention, d'accompagnement, pour qu'ils soient un peu plus attentifs à leur santé, patine, faute de main-d'œuvre en quelque sorte. Et c'est un constat amer pour moi de voir ça se faire actuellement, alors que à la sortie de l'épidémie de Covid, il y a 900 000 personnes supplémentaires en France qui ont basculé sous le seuil de pauvreté. Et donc, ça reste un sujet inépuisable. Les loyers ont explosé. Donc, des personnes se font exclure de leur loyer. Il y a 2 ans, quelqu'un de 85 ans est mort à la rue parce qu'il avait été expulsé de son logement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. C'est pour ça qu'il faut en permanence y revenir et dire que faisons-nous? Ils font partie de notre communauté. Que faisons-nous? En permanence, on se plaint de payer trop d'impôts. Certes, on paie beaucoup d'impôts. Mais à un moment donné, j'aimerais qu'on pose un choix. Est-ce que nous sommes prêts, comme l'ont fait d'autres pays, à dire que ça, c'est important, c'est un bien commun, et il faut que nous fassions de réels efforts pour que tout le monde accède à ce bien commun. Merci beaucoup pour ces mots où on sent en tout cas beaucoup d'émotions. En tout cas, c'est ce que moi, ça m'a transmis. Je rebondis sur ce que tu disais avec des petites choses toutes simples, des petites actions, des petits gestes tout simples. On pourrait faire en sorte finalement que les personnes à la rue aujourd'hui ou qui en ont fait l'expérience puissent avoir peut-être un peu plus d'attention à leur santé, de sorte à ce que cette espérance de vie soit un peu plus longue. Est-ce qu'il y a des exemples ou des pistes de réflexion que tu as envie de partager? Alors,
sur Toulouse, nous avons aussi une autre expérience qui est une maison relais, dont la caractéristique est que sa manière de fonctionner a été co-construite entre les personnes ayant l'expérience de la rue qui sont venues pour y être hébergées et l'équipe médico-sociale qui est là pour les accompagner. Et c'est assez exceptionnel de voir que dans des institutions médico-sociales accueillant ces personnes, il y a beaucoup de turnover, il y a des gens qui rentrent, qui repartent, qui trouvent pas facilement leur place. Et là, on constate dans cette structure qui fonctionne sur ce modèle-là qu'ils y restent durablement. Il y en a qui sont là depuis l'ouverture de la structure et il y en a parmi eux qui y sont morts. Et ces derniers temps, parmi les premiers arrivants, il y en a beaucoup qui sont morts. Et donc aussi cette structure aujourd'hui doit s'adapter au fait qu'ils vont les accompagner jusqu'au terme de la vie dans ce lieu qu'ils ont choisi de venir habiter et dans lequel ils ont fait leur place et dans lequel ils ont créé des règles qu'ils se sont attachés à respecter et à discuter entre eux pour pouvoir rester ensemble. Et ça, c'est assez remarquable. Il y a cette notion de co-créer avec les personnes qui ont fait l'expérience de la rue. Tout à fait. Je crois que d'un point de vue pédagogique, pour avoir fait beaucoup d'enseignements, là aussi, j'ai compris très vite que tout le monde a des compétences. Elles sont pas forcément visibles. Il faut aller les chercher. Mm. Et si on donne la possibilité à une personne de mettre en avant ses compétences, eh bien, elle va pouvoir avancer, elle va pouvoir faire des projets, elle va pouvoir faire des choses différentes qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Et donc, ça, c'est un principe fondateur aussi. Essayer de se mettre à la disposition d'une personne pour qu'elle exprime toute son autonomie, tous ses potentiels, ben, c'est un joli projet, ça aussi, oui. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, j'allais dire, je pense qu'il y a déjà pas mal de graines de réponses que tu as données tout au fur et à mesure de notre échange sur cette notion de, on parlait de sensibiliser, je parlais des professionnels et je parlais ensuite du grand public. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie peut-être d'ajouter justement auprès du grand public, comment on peut-être, pour reprendre ce mot, co-créer avec les personnes qui ont fait l'expérience ou qui le sont aujourd'hui, l'expérience de la rue, ou alors rencontrer une personne qui, par exemple, aujourd'hui, à la rue. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous rajouter au-delà de ce que tu nous as déjà dit, ou peut-être un point sur lequel tu aurais envie d'insister plus qu'un autre? Je repense à l'histoire de l'un d'entre eux qui décorait artistiquement des boîtes d'allumettes et qui squattait toujours à peu près au même endroit et qui faisait du troc avec ces boîtes d'allumettes. Et finalement, c'est une de ces funérailles qui a été absolument exceptionnelle, en ce sens que tous ceux qui avaient ces boîtes d'allumettes, le jour où il a fallu le mettre en terre, ont eu l'information et sont venus. Et pour un SDF, une funéraille à presque 100 personnes, c'était quand même magnifique. Ah. Nous avons la chance d'avoir aussi à nos côtés un jeune médecin, gynécologue, et en même temps documentariste, qui a décidé de faire un documentaire sur l'association et en particulier sur les funérailles. Son Marielle Duclos. Son documentaire, c'est Dans le cœur des vivants. Et c'est un joli témoignage qui est la propriété de FR3, qui est passé à plusieurs reprises sur FR3, qui tourne un petit peu partout en France et qui est un de ses moyens en permanence d'attirer l'attention. Euh,
nous sommes aussi en lien avec un collectif national, le collectif des morts à la rue, dont il y a des antennes un petit peu partout en France. Là, dans les temps qui viennent, un bénévole du collectif de Grenoble a écrit un livre témoignage qui va être publié au mois d'avril et on va le promouvoir. On va faire du bruit autour de ce livre parce que là aussi, il rapporte des expériences. Le collectif des morts à la rue d'Île-de-France, lui, a été chargé par le ministère du Logement d'une enquête annuelle, dénombrer et décrire pour petit à petit mieux comprendre la situation des personnes qui sont à la rue. Chaque année, il publie un rapport qui est riche d'enseignements pour mieux connaître cette population et se poser des questions et envisager des réponses. Donc, il se passe malgré tout des tas de choses. Et l'ensemble des collectifs des morts à la rue sont très attachés à continuer à faire du bruit autour de ces situations. Finalement, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va dans ce sens-là aussi, à mes yeux. Exactement, c'est porter une voix pour rebondir sur cette notion de bruit et si vous aussi vous avez envie de faire du bruit, ben, toutes les ressources que tu as pu mentionner seront dans le lien, dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller retrouver, ces collectifs, ces initiatives, ce livre, ce documentaire et puis, creuser à votre niveau avec, vos ressources, vos envies sur ces points-là et déjà alors je tenais vraiment à te remercier Thierry d'avoir, accepté aussi mon invitation pour cet épisode ensemble. Mais je me dis, voilà, c'est aussi un épisode qui est à destination d'une association et on sait que pour une asso, avec les temps qui courent aujourd'hui, je vais le dire comme ça, et tu l'as un petit peu dit aussi tout à l'heure d'une certaine manière, mais les temps qui courent au niveau de notre pays, de l'économie, des décisions et de tout ce qui s'ensuit, c'est pas toujours simple pour les associations de pouvoir subvenir à leurs besoins pour mettre en place les actions qu'elles souhaitent. Alors, bah, tu as la parole, peut-être de quoi tu as besoin, comment les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, peut-être qu'ils soient de Toulouse ou non, comment on peut, j'allais dire, vous aider, vous, Goutte de Vie, ou peut-être de manière plus globale, aider les personnes qui ont fait l'expérience de la rue hier, aujourd'hui, ou qui le feront demain pour qu'elles soient de moins en moins justement demain. Alors très concrètement, notre association n'a pas vocation à gérer des dispositifs. Euh, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Elles tiennent aux cotisations des membres, mais on n'est pas si nombreux que ça. Elles tiennent aux dons que l'on peut nous faire. Nous avons eu aussi la chance de recevoir un trophée funéraire qui nous a apporté une petite somme d'argent par la branche obsèques du Crédit Agricole. Et cet argent, en fait, euh, nous l'utilisons quand il y a des familles qui sont très très loin et qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour payer leurs frais de déplacement et leur hébergement, qui puissent être présents le jour venu à la cérémonie. Donc, on cherche pas forcément des moyens matériels plus que ça. On se débrouille avec ce que l'on a. On sait où on peut se faire aider. Le Rotary nous a aidés, la mairie nous aide. Donc il y a des petites aides ponctuelles qui peuvent venir sur des. Ce qui est le plus important, c'est que j'ai l'âge que j'ai et que je me préoccupe du fait que ça serait bien que cette association elle continue. Dans l'association, on est plutôt des retraités et que donc on a besoin de personnes qui nous rejoignent, qui prolongent ce qu'on a mis en place, qui l'inscrivent dans la durée, qui viennent parce que lors des cérémonies, plus on est nombreux, plus ça a de sens. Dans la chorale pour chanter, si on est trois ou quatre clampins, c'est moins drôle que si on se retrouve à 10-15 parce que les fausses notes sont plus rigolotes. Euh, pour dire cela de façon provocante à nouveau, c'est surtout ça, moi, que je voudrais privilégier dans le moment que tu me donnes là. Venez nous voir, allez regarder notre site, on peut s'inscrire, on peut prendre des nouvelles de ce qui se passe, et c'est tout cela qui contribue à donner de la visibilité à ce que nous essayons de faire à notre modeste niveau. Mmh. Chaque petite action peut compter. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. On a trop tendance à l'oublier dans notre monde et à se dire que
il faut faire des choses énormes, mais non, parfois ça commence... je pense que pour le coup, cette expression aura du sens, mais ça commence juste en bas de chez soi. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Est-ce qu'il y a quelque chose, Thierry, qu'on n'a pas abordé et que tu souhaiterais mentionner ou développer? Et si c'est le cas, à nouveau, la parole est à toi. Si c'est pas le cas et que notre interview te semble exhaustive, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu souhaiterais conclure? Je vais convoquer un poète dont j'ai oublié le nom, mais je me souviens des quelques vers, je crois que c'est une chanson même. On nous dit que tes vies ne valent pas grand-chose, qu'elles passent en un instant comme fanent les roses. Paraît que le bonheur, ça y est, j'ai trébuché, est à portée de main. Alors, pourquoi faudrait-il qu'il meure un matin? Pourtant, quelqu'un m'a dit que l'on s'aimait encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que l'on s'aimait encore. Serait-ce possible alors? Ce quelqu'un qui m'a dit que l'on aimait encore, c'était tard dans la nuit, il était près de la mort. J'attends encore la voix, je ne vois plus les traits. Le temps de comprendre que l'amour, c'est le secret. Maintenant, je le sais qu'on s'aimera encore. Surtout, vous le direz qu'on s'aimera encore. Tout sera possible alors. Merci beaucoup pour... encore, c'est un mot que j'ai cité, mais en fait, ces mots qui sont porteurs d'espoir, d'humanité. Et je pense que ça, c'est important. D'humanité avec un H majuscule et toutes les autres lettres aussi en majuscule, en gras, en souligné et surligné, parce qu'on en a besoin et que l'amour, on en a tous et toutes besoin, et que pour reprendre un autre terme qu'on a utilisé, c'est ce qui nous aide aussi à cette dignité, à cultiver la dignité de chacun et de chacune. Merci infiniment, C'est Thierry, moi qui te remercie. pour cet épisode. Et puis voilà, encore merci à vous. Et puis tous les liens seront dans la description pour découvrir l'association Goutte de Vie et faire votre petit pas, votre petite action, petite ou grande, qu'importe, mais faire ce qui fait sens pour vous. Merci beaucoup, Thierry. Et puis je te dis à très vite et au plaisir de te rencontrer dans la vraie vie. Ok, merci. À très bientôt. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien, et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?